Et surtout, ce sont des étudiants qui sont là rassemblés, qui ont lu votre beau texte et qui ont décidé qu'il fallait absolument attribuer le prix Goncourt à votre roman parmi les 4. On avait ce choix. Donc, on choisit notre lauréat ou lauréate parmi les 4 qui sont sélectionnés par l'Académie Goncourt au 3e tour. Donc, il y a des étudiants de 3 universités géorgiennes qui ont voté pour votre livre, Madame Corman. Il y a mes collègues qui sont là aussi. Il y a Madame la rectrice, Madame Doboji-Lidze, qui va vous saluer tout à l'heure. Il y a Madame Sheraz-Gasri, ambassadrice de France en Géorgie, et nous sommes très très honorés de l'accueillir. Il y a Madame Camille Nora, qui est directrice de l'Institut français de Géorgie, et il y a tous ceux qui aiment la littérature, mais surtout les jeunes, parce que c'était l'idée que la Géorgie rejoigne les pays qui font leur choix Goncourt, que ce soit absolument les jeunes qui le fassent. Et c'est comme ça que le public, essentiellement, est très jeune. Tout à l'heure, on va vous montrer la salle. Voilà, vous allez voir. On est entre les livres et nous espérons que bientôt, vers la fin de cette année, nous allons avoir votre texte en traduction géorgienne, et que le public non francophone aussi aura le bonheur de connaître, de prendre connaissance de ce beau livre que vous avez écrit et qui nous a beaucoup émerveillés. Et je passe la parole à Madame Nino Doboji-Lidze, rectrice de l'Université d'État Ilia. First of all, I apologize for my English. Unfortunately, my French is not good enough to greet you officially. Tout le bonjour est calado za okazję numarzat pętarni tu Okay. Your Excellencies, Ambassador of France to Georgia, representatives of French Embassy, Director of French Institute to Georgia, and representatives from the French Renaissance Association of Georgia, their guests, their colleagues and students. Good evening. I'm very pleased to welcome you on behalf of Ilia State University. Thank you very much for joining us today and for making today's event possible. It's a great pleasure for us to host it. So before I give the floor to the main speakers, let me say a few words about the importance of today's event, as well as translation activities in general, which was one of the main priorities of this university. You know that Ilia State University was established in 2006 through the merging of several very strong research institutes and 2 pedagogical universities. And one of them was the University of Foreign Languages and Cultures, one of the most important institutions in terms of translation activities and intercultural communication. We try to continue this very long tradition and to make it more successful. And the French department at Ilia State University, under the leadership of Professor Zaro Doktorishvili, is very active in all areas, especially for the popularization of French literature and Francophone literature. And I'm quite sure that the awarded work translated by Gocha Jalakishvili will foster this very long tradition starting from at the end of the 19th century by Théodose Apothier and Véronique Crozet. Thank you once again. Thank you for this opportunity, and I will not take up any more of your time. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Je passe la parole à Madame Sheraz-Gasri, ambassadrice de France en Géorgie. Merci beaucoup. Je peux m'exprimer en français, c'est ça?
D'abord, merci beaucoup à l'Université ILIA de nous accueillir. J'étais là l'année dernière pour découverte des pays du Maghreb, le Liban, l'Algérie et la Tunisie pour faire découvrir la littérature francophone d'Algérie et Tunisie aux Géorgiens qui en réalité nous ont fait découvrir ces littératures puisque nous avons entendu des chants, des explications de jeunes de différents âges. Donc merci beaucoup à Ilia pour être un pôle de francophonie en Géorgie et merci beaucoup à Mzaro d'être une locomotive de la francophonie dans toute sa diversité géographique, musicale, littéraire. Et vraiment, vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Merci beaucoup aux jeunes Géorgiens d'avoir, grâce à des figures inspirantes, le goût et la curiosité pour la langue française et la littérature francophone, dont avec beaucoup de fierté, on dit qu'elle n'appartient pas à la France, n'appartient plus à la France, et c'est tant mieux. Merci beaucoup de lire en français, continuez à lire en français. Moi, j'essaie de lire dans des langues étrangères aussi, ce qui compte pour nous, en tant que promoteurs de la francophonie, c'est la diversité linguistique. Et je sais que c'est quelque chose de cher au cœur des Géorgiens qui sont aussi attachés à leur langue. La France aussi est attachée à sa langue et elle s'intéresse aux autres langues dans cette perspective-là. Donc merci de lire en français, merci de lire les jeunes auteurs français et francophones. Je ne vais pas être longue parce que je veux surtout entendre la conversation qu'il y aura tout à l'heure entre ceux qui ont choisi de donner le concours de la Géorgie à Chloé Cormand et Chloé Cormand. J'ai la chance de connaître Chloé Cormand que je ne vois pas, donc c'est très bizarre de parler là. Il y a très longtemps, à une époque où elle n'avait pas encore, sauf erreur, publié de livres. Et j'ai connu une jeune femme très intéressée par la littérature qui faisait des ateliers d'écriture avec des jeunes et qui était très très curieuse, pas juste d'écrire, mais aussi de travailler sur la langue. Donc Chloé, félicitations à toi. Merci beaucoup de faire cet échange avec la Géorgie qui t'en est reconnaissante, je pense. Et j'espère que tu viendras en Géorgie prochainement aussi pour faire part de tes compétences et pour les transmettre à ceux qui, comme toi, voudraient devenir des écrivains ou des commentateurs éclairés de la littérature francophone ou des littératures tout court. Donc félicitations, Gelotsav, Chloé, comme on dit ici. Donc on a invité aussi M. Mohamed Ketata, qui est directeur régional de l'AUF, l'Europe centrale et orientale, parce que l'AUF soutient beaucoup ce concours que nous organisons en Géorgie. Alors, et je voudrais lui passer la parole parce qu'il m'avait promis qu'il serait là pour l'ouverture. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je vous remercie infiniment pour cette invitation à ce rendez-vous, je dirais, annuel avec l'équipe de Géorgie et avec vous, Mzaro. Vous le savez très bien que l'Agence universitaire de la francophonie, avec ma collègue Tamar, que vous avez bien sûr en pays, est toujours à votre disposition pour vous accompagner, pour être présent à nos rendez-vous habituels et perpétuer, si je peux dire, cette tradition francophone de Géorgie. Qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est que les projets, vous les connaissez, en fait, avec notre bureau national et notre centre d'employabilité, nous essayons, avec nos universités membres, je peux vous assurer une seule chose, c'est que nous avons de très belles universités, en fait, en Géorgie, dynamiques, rayonnantes, et qui contribuent, en fait, presque tous les jours au rayonnement de la francophonie dans la région. Encore une fois, nous sommes à votre disposition et je vous félicite pour cette organisation permanente et vous pouvez toujours compter sur l'agence pour promouvoir vos activités et vous accompagner un bout de chemin ensemble. Merci infiniment.
Merci beaucoup, M. Guettata. Alors, nous avons hâte d'entendre Madame Chloé Corman, mais avant, quand même, je passe la parole à M. Boccegiamarchuli qui l'accueille à l'ambassade et qui est, bien sûr, ambassadeur de Géorgie en France. Et je lui passe la parole. Merci, Kalbatova. Faites-moi signe quand je peux continuer. Vous pouvez y aller. C'est bon. Voilà, ben je vous salue et je voulais dire à quel point je suis heureux aujourd'hui et doublement heureux d'assister à cette fête de la francophonie et dans le cadre des journées de la francophonie, assister à cet événement littéraire et je suis doublement heureux. Pourquoi? Parce que je suis privilégié, je suis à côté de l'auteur distingué qui a été le choix prix Goncourt des francophones géorgiens, que je remercie pour ce magnifique choix. Et je suis d'autant plus heureux aussi je fais partie de cette famille francophone et je ne lasserai pas de répéter que c'est une francophonie, une des plus dynamiques dans le monde, même si on ne bénéficie que d'un statut d'observateur. Nous sommes sur le pied d'égalité avec certains pays, avec des traditions plus longues et plus historiques dans la francophonie. Et cette tradition de sélectionner parmi les auteurs francophones des auteurs dont les romans ont trouvé un intérêt particulier, je pense qu'il marque une fois de plus notre attachement à la tradition francophone. Donc j'ai eu l'immense plaisir de discuter depuis quelques heures, nous sommes ensemble avec Chloé Corman. Parfois j'hésite à dire Madame Chloé Corman parce que l'écrivaine, c'est déjà un statut qui est quand même particulier. J'ai eu tendance à dire écrivaine Corman pour remplacer la formule d'appel Madame. Et c'est en effet le plaisir qu'on a en lisant son roman est confirmé dans l'entretien. Et je voulais me vanter de ce privilège de faire sa connaissance avant de la présenter au public. Et j'ai découvert dans l'entretien que ma chère collègue Sheraz a ce privilège depuis longtemps. Apparemment, elles se connaissent même en dehors de cette fonction diplomatique. Voilà, écoutez, je sais que le public a hâte d'écouter l'écrivaine préférée des francophones et je vais accomplir avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir la mission que vous avez eue l'amabilité de me confier pour remettre à l'auteur que vous avez bien voulu sélectionner pour l'année 2022 le prix, le très beau prix Goncourt, le choix Goncourt de la Géorgie. Je vais me lever et j'espère qu'on va rester dans le... Voilà. Attendez, peut-être c'est comme ça, c'est bon? Non. Voilà. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Et je vous remercie de cet honneur dont vous m'avez rendu digne. Et Kalbaton Zaro, comme vous m'aviez confié aussi, je lui remettrai aussi après le livre de ma chère amie Katouna Mzareulwa et puis le livre sur l'alphabet géorgien pour ne pas vous faire perdre beaucoup de temps. Je le ferai après cette rencontre. C'est des cadeaux accessoires au prix. Voilà, et merci beaucoup. Et puis je passe la parole à Madame Chloé Corman, si vous, comme
comme le programme. Oui, bien sûr. Je veux juste préciser, Madame Corman, que c'est notre fierté, le prix que nous avons créé, parce qu'il n'y a aucun autre pays qui attribue le prix. Plus près du micro, s'il vous plaît. Voilà. C'est le seul pays, la Géorgie, qui a un prix vraiment à vous offrir. Et voilà. Le pays qui a reçu un prix. Ah oui. Voilà. Vous m'entendez? Merci. Oui. Ouais. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, parfait. Super. Bonjour, merci à tous d'être présents. Bonjour à tous les étudiants de l'Institut français qui se sont déplacés. Bonjour et merci Madame Doktorijvili, Madame la présidente de l'université, Madame l'ambassadrice Sheraz. Je suis très heureuse de cette réunion virtuelle et très honorée de recevoir le prix Goncourt des étudiants francophones de l'Institut français de Géorgie. Il y a d'autres universités. Et de plusieurs autres universités. De Géorgie. Oh, je n'ai pas seulement l'Institut français. Ce livre, Les Presque Sœurs, l'écriture, vous vous en doutez, ça a été un chemin assez douloureux. Comme vous savez, ce livre raconte le destin de 3 cousines de mon propre père, qui ne les a pas connues parce que ces petites filles qui avaient 4 ans, 7 ans et 10 ans, mes cousines, mes petites cousines, ont été emprisonnées, puis internées et enfin déportées par la France de Vichy en 1944. Et dans ce livre, j'ai retracé 2 années de cet internement, cette mise à l'écart jusqu'à leur mort. Et ça a été dur, oui, pendant toutes ces années, de faire ces recherches et de m'approcher d'elles. Et c'est particulièrement touchant et ça a quelque chose de réconfortant de savoir que cette histoire peut toucher des publics au loin et me rapprocher ces petites filles du cœur et de la pensée dans d'autres langues et dans d'autres pays. Voilà, donc merci pour ça. Je voulais dire aussi que en écrivant ce livre, j'ai dû rencontrer la réalité de ce qu'a été le processus de la déportation en France, ces modalités que je ne connaissais pas si bien concernant les enfants, le sort des enfants. J'avais bien en tête que les parents de ces petites filles avaient été raflés et déportés en 42, que ces petites filles avaient été déportées en 44. Tout ça était bien connu dans ma famille, pour autant, je m'étais jamais posé la question de ces 2 années qui séparent, voilà, la mort des parents, la mort des enfants, et de toute la machine institutionnelle qui permet que pendant 2 ans, des enfants par milliers se retrouvent regroupés, mis au banc, déplacés, redéplacés, certains déportés, certains de nouveau déplacés, jusqu'à cette mort cette mort
si révoltante. Le convoi qui a compté le plus d'enfants est le dernier convoi, et un convoi qui est parti après le débarquement en Normandie, donc à très peu de temps de la libération de Paris. Les lieux de l'internement des enfants, de leur déportation, sont des lieux que j'avais pu côtoyer dans Paris, mais je ne connaissais pas avec précision ce processus. Si je raconte tout ça, c'est aussi pour dire que nous tous avons, vis-à-vis du processus de la Shoah et de ce qui a pu se passer dans les différents pays d'Europe, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance à lever, et il faut s'interroger, il faut aller voir les processus. Et donc, je le dis d'autant plus aujourd'hui, à quelques années après la publication de ce livre, parce que la Shoah, dans l'état du monde aujourd'hui, dans les guerres du moment présent, en Israël et en Palestine, la guerre aussi de la Russie contre l'Ukraine, la mémoire de la Shoah est beaucoup invoquée, elle est extrêmement présente, elle est invoquée, et malgré tout, elle est souvent, dans ses modalités, elle est ignorée. Il y a beaucoup d'imprécisions, et ces imprécisions passent sous silence les responsabilités des États, les inerties des administrations, la continuité de certains acteurs, avant, pendant la guerre, après, et c'est très important de savoir avec précision, car cette mémoire est toujours invoquée à juste titre, mais aussi de savoir de quoi on parle. Voilà. Donc, en l'occurrence, je soulignerais, par exemple, que la déportation de ces petites filles qui étaient des immigrées polonaises, pour moi, c'est très important aussi de souligner que la haine des Juifs qui s'est déchaînée en France dans ces années-là était aussi une haine profondément xénophobe, les Juifs étant, au travers de la diaspora et des migrations venant de nombreux pays d'Europe, étant un visage de l'immigration en France dans les années 30 et 40. Donc voilà, pour moi c'est très important de le souligner. Voilà, et puis j'espère, mais je pense que en voyageant, le livre le dit, j'ai essayé de raconter une histoire d'enfant, c'est-à-dire que pour moi l'enfance c'est un temps qui vit beaucoup dans le moment présent, et je trouvais très cruel et injuste qu'on connaisse ces petites filles seulement au travers de la fin, de leur mort horrible. Et donc j'ai essayé de raconter ces enfants comme des enfants d'aujourd'hui, avec leurs jeux, avec leurs chansons, dans la présence de mes propres enfants. Et j'espère que j'ai pu aussi leur donner vie, comme à des enfants d'aujourd'hui, dans les guerres d'aujourd'hui. Voilà. Mais merci à tous d'être là, et je pense que je serais heureuse de répondre à vos questions ou d'échanger un petit peu. Merci Madame Corman. Oui, vous avez raison, les étudiants qui sont là réunis, il y a des étudiants de 3 universités, 2 universités de Tbilissi, il y a l'Université d'État Ivan Djavarchuli, l'Université d'État Ilia, et il y a une 3e université à Kutaisi, dont les étudiants interviennent en ligne aussi. Et comme je l'ai dit, donc ce sont les étudiants qui ont sélectionné, donc qui ont fait leur choix.
Et la procédure est la suivante. Donc, les étudiants lisent les 4 livres sélectionnés au premier tour par l'Académie. Après, ils délibèrent entre eux. Après, ils envoient un représentant dans le jury général. Donc, donc l'année dernière, en été, le jury général a demandé à Georgi, qui est étudiant à l'Université d'État Ilia, de proclamer le choix de 4 établissements en principe, 3 universités et, et la médiathèque de l'Institut français de Géorgie, donc à Tbilissi. Et je passe la parole à Georgi. Bonjour à toutes et à tous. Madame Chloé Corman, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de parler avec vous. Avant de poser des questions, j'aimerais bien dire quelques mots sur votre roman et la raison pour laquelle nous l'avons choisi. L'année dernière, j'ai eu la responsabilité de présenter notre choix pour le prix Concours. La décision n'a pas été facile à prendre, mais finalement, tous les membres du jury se sont accordés sur votre roman. On sait bien que votre livre constitue un rappel historique sur le régime nazi et le gouvernement de Vichy en France. Mais ce qui est le plus important et le plus remarquable, c'est qu'il offre une nouvelle perspective sur la brutalité de l'ère nazie, notamment lorsqu'elle est vue à travers les yeux des enfants. Il est essentiel de reconnaître que votre récit va au-delà des histoires personnelles de ces fillettes, et que la souffrance vécue par les enfants résonne comme un écho universel de l'histoire humaine, nécessitant ainsi une réflexion profonde et la transmission de la mémoire collective. Je peux affirmer avec confiance que cette caractéristique, même de votre livre, son universalité, est la raison pour laquelle je l'ai soutenu. Pour moi, personnellement, la valeur éthique de votre livre est bien supérieure à la valeur esthétique, car il empêche l'histoire de se répéter en la rappelant. Heureusement, pas à la même échelle, mais malheureusement, aujourd'hui encore, l'humanité est confrontée au même type de danger, parce que les conflits actuels, tels que le conflit israélo-palestinien ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, suscitent une peur bien ancrée dans la réalité. Il est vrai que nous n'avons pas de camp de concentration, mais les enfants continuent de souffrir et même des souffrances mineures peuvent être traumatisantes pour eux. En lisant le livre, on a constamment le sentiment d'être au cœur de cette histoire tragique. Cette histoire qui n'a ni début ni fin, et peut-être ainsi, comme vous diriez, certaines histoires sont comme des forêts, le but est d'en sortir. Alors, la question spécifique que je voudrais vous poser est la suivante. À quoi ressemble le plus votre histoire pour vous? Est-ce plutôt une forêt ou un parc? Avez-vous réussi à sortir ou avez-vous trouvé l'île promise, les ailleurs? Merci. Est-ce plutôt une forêt ou un parc? Avez-vous réussi à sortir ou avez-vous trouvé l'île promise, les ailleurs? Avez-vous trouvé une réponse? Merci. L'île promise. L'île promise. Mais Auriez-vous trouvé l'île promise, les ailleurs? je pense que je me suis souvent posé cette question au cours de l'écriture. Est-ce que l'écriture de ce livre était comme une forêt qui vous enferme? Plus on s'enfonce et plus elle vous enferme. Une forêt comme la forêt des contes, les forêts d'Europe centrale dont je parle dans le livre, des forêts où on se les forêts de Hansel et la forêt de Hansel et Gretel ou la forêt d'Auschwitz, ou était-ce une forêt? Est-ce que l'écriture était faite de ce bois qui permet aussi de s'embarquer, de prendre la fuite et de s'échapper sur des embarcations
Je pense que tout au long de l'écriture, le livre a été plutôt forêt. Et que d'arriver au bout de ce processus d'écriture m'a apporté une part de liberté. Le livre a été forêt aussi parce que j'avais peur, parfois, j'en parle d'ailleurs dans le livre, jusqu'à un certain point, j'étais inquiète aussi d'écrire ce livre en étant en présence de mon fils aîné, tout petit, et un peu plus tard, pendant que j'écrivais le livre en étant enceinte, je me demandais bien ce que je faisais à écrire une histoire pareille d'enfants de ma famille déportés et de les en penser d'être là-dedans. Et puis je suis arrivée à un point, peut-être à une bifurcation dans la forêt, où j'ai été libérée de ce sentiment. Je me suis dit que l'horreur de ce qui s'était passé, que n'était pas de mon fait, n'était pas du fait de le raconter, qu'un jour mes enfants seraient confrontés à la connaissance de ces faits, et dans ce cas, autant qu'ils le soient dans ma présence, que je les ai accompagnés de mes mots, et ça m'a libérée de quelque chose. Je pense aussi que ce qui a été libérateur, c'est un certain rapport, une certaine recherche de la vérité. Je pense que se rapprocher de la vérité et de certaines opacités qu'on peut hériter dans sa famille, c'est aussi libérateur. Je vous disais tout à l'heure que j'avais une vision très obscure de ce qui a pu de la circonstance de la mort de mon grand-oncle, de ma grand-tante et de leurs enfants. Ces 2 années, la séquestration des enfants, qu'est-ce qui s'était vraiment passé, j'ai pu m'approcher de ça, même si évidemment on peut jamais que évoquer au travers de certaines preuves, de certains lieux, de certains documents, mais ça aussi, pouvoir dissiper certaines obscurités, c'est aussi libérateur. Quand je parle de dissiper, d'aller vers une forme de vérité, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit c'est sur le régime nazi. Pour moi, ce livre, c'est sur Vichy. Hein, c'est pas strictement un livre sur la Shoah. C'est un livre sur comment la Shoah a pu avoir lieu en France avec des acteurs français qui n'étaient pas nazis, qui étaient collabos ou qui étaient des agents de l'État français ou des personnes simplement passives ou comment dire, ou qui ont participé complaisantes avec la demande d'extermination des nazis, ou qui parfois ont même précédé cette demande, ou en ce qui concerne les enfants, on le sait aujourd'hui, ont même fait du zèle pour que les enfants soient déportés plus tôt que ne le demandaient les nazis. Donc je pense que ça c'est aussi donc ça c'est des Français qui ont été aussi les acteurs de cette horreur, et c'est aussi important, voilà, la vérité est aussi a aussi quelque chose de libérateur, en cela qu'elle permet aussi de comprendre le présent, de comprendre le monde politique tel qu'on en hérite. Voilà.
Merci beaucoup. Je m'adresse aux étudiants de l'université de Kutaisi de se préparer parce que je sais qu'ils veulent aussi vous poser des questions, mais avant de leur passer la parole, il y a aussi ici les étudiants de l'université d'État Javarashvili et je leur passe la parole pour poser des questions qu'ils veulent poser à Mme Corman. S'il vous plaît. D'abord, bonjour à vous, Chloé. Je voulais vous poser une question sur votre style d'écriture. Quand on lit le roman, on remarque votre style qui est très cinématographique. Il s'agit là d'une écriture sobre et très attentive aux détails. Comment décrivez-vous votre style d'écriture? D'abord, merci pour cette observation. On m'a souvent dit que mes livres étaient très visuels. Et je ne sais pas si j'ai des mots en termes d'esthétique générale. Je peux vous parler d'intention d'écriture. Et par exemple, un choix très systématique qui a été le mien pour ce texte, qui a été de retrouver les lieux. Voilà, les lieux où ont été successivement internées ces petites filles, donc je le répète, des petites filles de 4 ans, 10 ans, 7 ans, depuis Montargis jusqu'à Drancy, d'où elles sont déportées. Je suis allée voir successivement chacun de ces lieux et je vous disais, voilà, les crimes nazis et les crimes de l'État français sont une hantise qui ont des conséquences dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il me tenait à cœur de décrire ces lieux tels que je les voyais aujourd'hui. Par exemple, les camps d'internement détruits, mais aussi des foyers parisiens qui accueillaient des jeunes filles, des enfants, qui sont redevenus des lieux, des associations, par exemple, d'accueil des immigrés aujourd'hui, ou une synagogue, ou des lieux du culte ou de la vie culturelle juive à Paris aujourd'hui. J'ai essayé de montrer la continuité, en fait. Parce que ces murs, ces bâtiments ont été témoins, ils sont comme des yeux et des oreilles qui ont vu ces crimes, et je voulais les décrire tels qu'ils sont aujourd'hui. J'ai aussi prêté attention aux enfants. Voilà. Pour moi, c'était terrible. Si vous prenez... Il y a une chose cauchemardesque avec l'organisation de la déportation des Juifs, et ce dans beaucoup de pays. C'est son organisation, c'est qu'elle laisse des traces, elle laisse des listes. C'est très... On peut repérer les déplacements, les internements successifs des personnes grâce à l'administration du crime qui se dévoile elle-même, hein, et à travers les matricules, les numéros, les listes d'emprisonnement. Mais qui sont les personnes qui sont derrière? Et en l'occurrence, des enfants, voilà. Donc c'était important aussi pour moi d'observer mes propres enfants, d'observer d'être à hauteur d'enfant. Tout à l'heure, vous l'avez dit, ça m'a touchée, parce que des enfants de 1944 ou des enfants d'aujourd'hui, ils jouent tous à la dinette, ils jouent tous à la poupée. Voilà, donc j'ai essayé de faire une esthétique commune au passé, à ce passé si proche et à mon environnement présent. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce
qu'une étudiante ou un étudiant de l'université de Kutaisi est prêt à poser sa question? À qui je passe la parole? Puis-je poser, bonjour, puis-je poser la question? Votre roman, Tamarantia, Université Akakitsareterli de Kutaisi, doctorante, votre roman est comme un voyage dans le temps. La période de la Seconde Guerre mondiale, l'actualité historique et les œuvres littéraires de différentes périodes. Les allusions s'y mêlent. C'est pourquoi je pense que la structure du roman est en spirale. Je voudrais vous demander, si vous étiez confronté à un choix, quel genre attribueriez-vous à votre roman? Un roman mémoire, un roman historique, un roman psychologique ou par exemple un roman proustien où il y a aussi un voyage dans le temps? Pour moi, le terme de roman, c'est ce qui qualifie un texte hybride. Et justement où se mêle l'enquête et la fiction. Donc entre les différentes entre romans historiques, je ne saurais vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que le qualificatif de roman est important pour moi. Pourquoi? Parce que ce texte repose largement sur une enquête, mais aussi j'ai essayé de reconstituer les faits de façon la plus précise possible, les lieux de la déportation, les acteurs, les témoins des faits, qui sont aujourd'hui des vieilles dames que j'ai pu aussi rencontrer pour confronter les récits. Il y a des choses que je ne sais pas, qu'on ne peut pas savoir, et il y a une part de fiction dans ce texte, une fiction des passages de fiction que je n'essaye pas de faire passer pour la réalité. Ils se signalent en général comme une hypothèse, comme une proposition imaginaire, mais j'ai voulu dans certains moments pouvoir imaginer ce qui se passait par rapport à la relation des petites filles, et j'ai voulu faire de la place à la fiction parce que je pense aussi que ce roman, c'est un hommage à l'imagination, à la forme de pensée des enfants. Et alors je pense que les adultes comme les enfants, on a tous notre recours à l'imaginaire et à la fiction, mais pour les enfants, c'est très prééminent. Voilà. C'est une modalité de la pensée qui est très importante pour les enfants. Et donc, j'ai voulu aussi lui faire une place importante dans le texte. C'était une partie de cet hommage à la forme de pensée des enfants. Et aussi une façon de composer une histoire en approchant la vérité, mais en pouvant exprimer à certains moments que cette vérité, on n'en est pas des témoins directs, donc parfois on l'imagine. Voilà. Donc à cet égard, c'est un texte très hybride. Ouais. Merci bien. En effet, votre roman est un parfait mélange du documentaire et de la fiction. Il y a des passages vraiment très, très émouvants, surtout quand il s'agit des enfants qui ne peuvent pas grandir parce qu'ils ont peur que leurs parents ne puissent les reconnaître, finalement. Donc, il y a des passages vraiment bouleversants, très émouvants. Et je laisse les étudiants vous poser quand même les questions. S'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Georges, je vous représente à l'université de Tbilissi, de Valentin Richelieu. Et maintenant, j'ai une question. Les Presque Sœurs se basent sur une histoire réelle, oui.
mais le texte littéraire est loin d'être la réécriture des archives. Comment arrivez-vous à sélectionner les faits pour construire un récit complet? Pouvez-vous préciser le rôle de l'auteur? Doit-il toujours rester fidèle aux faits historiques ou inventer sa propre réalité? Dans votre roman, où est la frontière entre ces deux composants du récit? Merci beaucoup. Oui. Comme je le disais à l'instant, merci, bonjour et merci. Comme je le disais à l'instant, je pense que la vérité nécessite l'enquête, la recherche de preuves, et aussi de ne pas usurper une capacité à connaître le passé comme si nous y étions. Voilà. Nous avons des documents. L'administration a laissé des documents. Il y a des lieux. Il y a des personnes. Rendez-vous compte que cette histoire est quand même très proche. Elle n'est loin que de 2 générations avant. Mais nous ne pouvons pas nous mettre à la place des personnes qui ont vécu cette histoire entre 1942 et 1944. Donc, dans mon livre, il y a aussi une part d'imagination. Aussi, qui était aussi une façon de donner de la vie à ces petites filles. Voilà. Je le disais tout à l'heure, ces petites filles sont assassinées dans des conditions atroces. Et je voulais qu'on puisse les imaginer en vie, les imaginer en train de jouer, les imaginer en train de chanter des chansons, voilà. Donc, j'ai imaginé, et parce que je voulais lutter contre une représentation momifiée de ces petites filles pour ne pas que leur mort, les conditions de leur mort se substituent à leur existence. Merci. Alors, une autre question. Calvato Nazzaro, si je peux profiter de cet instant d'une accalmie, je viens d'avoir M. Denis Fata, qui est président de la Renaissance française. Malheureusement, il n'est pas à Paris en ce moment, mais il m'a chargé de vous saluer. Professeur Denis Fata, qui aurait souhaité d'être parmi nous, mais il voyage, il est entre Maroc et le Liban pour des affaires de la francophonie, paraît également, et qui salue le public, les étudiants, ainsi que les organisateurs, l'Institut français, Université Iliaouni, vous-même personnellement, Calvato Nazzaro, et il vous dit à quel point il le regrettait de ne pas être en mesure d'être parmi nous. Donc je voulais vous passer ce message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Anouka, dans la qualité. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, pour cette soirée. Je suis vraiment contente de vous écouter. Est-ce que je peux me présenter? Je suis étudiante de l'Université Tarak-Tsereteli. Et je me questionne à Madame Clé-Gormand. De la première page de votre livre, on lit que certaines histoires sont comme une forêt. Le but est d'en sortir, mais certaines d'elles sont des îles à atteindre. Dans le dernier paragraphe du roman, on lit que le narrateur se trouve parmi les jouets, comme sur une île étrange, qui n'est ni existence, ni mort. Le début et la fin se rejoignent ici. Et il me semble qu'en racontant l'histoire tragique
de petites filles, vous abordez un problème philosophique que le gouvernement de Vichy n'a pas compris. Ne voulez-vous pas dire que le monde est illusoire? Il n'est ni la mort ni l'existence, mais que ce n'est pas seulement une tragédie pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Et c'est ainsi? Ben j'espère que ça a été mon intention, en tout cas, de faire en sorte que cette histoire ne soit pas une histoire d'une famille juive, mais une histoire de petites filles et de leur famille. Et c'est aussi pour ça que j'ai souligné tout à l'heure la part énorme de xénophobie qui était à l'œuvre dans la déportation des Juifs en France, qui s'est abattue aussi sur des Juifs français, mais qui a commencé, qui s'est déchaîné sur les Juifs étrangers. Par ces mots, en décrivant un lieu qui n'est ni la vie ni la mort, je pense au territoire de la littérature, dont j'espère qu'il permet effectivement de naviguer au travers des frontières, et j'espère effectivement pouvoir aussi m'adresser, mais tout en invoquant ce lieu, j'espère aussi m'adresser au temps présent et à la réalité politique concrète d'aujourd'hui. Merci. Alors, la question suivante. Allez-y. Donc, toujours une étudiante de l'Université d'État de Jamaïque. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nana Gobochachvili. Je représente l'Université d'État Imam Jawabi de Tbilissi. Je voudrais vous poser une question. Votre roman touche la tragédie de la Shoah. Je pense qu'en écrivant le roman, il est très difficile de parler des faits réels, des histoires vécues, car on doit revivre la vie des personnages tragiques. Quelle est la partie la plus difficile pour vous d'écrire? Je préciserai peut-être, Madame Corma, je préciserai peut-être cette question parce que vous devez savoir quel était le moment le plus difficile ou bien le passage le plus difficile à rédiger. Parce que comme Balzac disait, à chaque fois qu'il se mettait à écrire, il se mettait dans la peau de chacun de ses personnages. Donc, vous avez dû vous mettre dans la peau des personnages tant adultes qu'enfants. Et il y a sûrement des passages dans votre roman qui étaient pour vous un peu, comment dirais-je, pas difficiles, mais oui, peut-être vraiment difficiles à rédiger le passage. Là, j'ai compris la question. Ouais. Oui, quels sont les passages dans votre roman qui ont été le plus difficiles à rédiger? Oui, j'ai compris. Parce que c'était émouvant. Ouais. Pour tout vous dire, tout était difficile. Voilà. C'était entièrement difficile. Parce que il y a un tel enjeu à représenter cette histoire aujourd'hui, de pas trahir la mémoire de ses enfants, de ne pas les utiliser
pour faire en sorte que ce livre soit précis historiquement, que ce livre ne verse pas dans le divertissement sur le dos de ses enfants, faire en sorte que ce livre ne présente pas, on en a parlé, l'histoire de la déportation des Juifs comme une espèce de folklore, de choses qui ne nous concernent pas, mais de le rendre au présent d'aujourd'hui. Tout ça, c'était constamment difficile. Je n'ai jamais trouvé ce livre moins difficile, aucun passage. Il me tient à cœur de vous dire que, et vous l'avez peut-être constaté, je ne me suis jamais affrontée, et ça a été un choix, je ne me suis jamais affrontée à la représentation de la violence de masse. Le livre ne représente pas les convois, il ne représente pas les camps d'extermination. Ça a été mon choix, à part à des passages très fugaces, voilà, pas fugaces, on ne peut pas dire ça, localisés, voilà. Mais c'était mon choix, je ne voulais pas faire un bras de fer avec la violence, voilà. Moi, j'étais du côté des enfants, et je voulais raconter que le crime, c'est pas seulement de gazer des millions de personnes, ou ce n'est pas seulement de les enfermer dans des wagons à bestiaux. Le crime commence quand on met des orphelins à l'écart de la société, sans leurs parents, qu'on les trimballe d'un endroit à un autre. Ça, c'est déjà le crime. Et donc, je me suis... c'est de ça que je voulais parler. Et d'ailleurs, si on regarde cette partie-là, des faits de violence similaires peuvent se retrouver à des frontières ou dans des situations d'aujourd'hui. Donc, il y avait aussi une intention de vigilance devant l'élaboration d'un crime. Comment on arrive à déporter ses enfants? Eh ben, ça passe par des phases de cruauté, de mépris, de maltraitance. C'est cette partie-là que je voulais raconter. Parce que ça vous répond. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je parlais de la particularité du choix de la Géorgie. Ce sont uniquement les jeunes qui font leur choix. Mais il y a aussi une autre particularité que nous avons attribuée à notre choix. C'est que nous avons décidé, et c'était le choix aussi des étudiants, de traduire votre livre. Ce sont les étudiants qui vont traduire le livre. Il y a deux étudiants qui ont dit que vous connaissez déjà, et il y a Mariam aussi qui va prendre la parole tout à l'heure. Bien sûr, comme pendant la lecture, les étudiants étaient encadrés par les professeurs, et ces traducteurs-là vont être encadrés aussi par les traducteurs bien chevronnés, ce sont nos collègues qui traduisent beaucoup et qui font publier pas mal de romans français en géorgien. Alors, on a décidé de vous faire écouter un petit passage en géorgien. Quel est le rythme? Comment vous percevez dans une autre langue vos textes? Et c'est Mariam et Georgi qui vont prendre de nouveau la parole. Allez-y. Bonjour. Quel est le passage que vous allez nous lire? Je vais lire le passage aussi. C'est le début. C'est le début. Certaines histoires sont comme des forêts. Le but est d'en sortir. D'autres persévèrent à atteindre des îles, des ailleurs. Qu'elles soient barres ou forêts, elles sont faites du même bois. Je ne sais pas de quelle sorte est celle qui commence ici. ზოგიერთი ისტორია დღესავითა. მიზანი იქიდან გამოღწევა. მაგრამ არის ესეთი ისტორიაც, რომელსაც ნავებით შორეულ ნაპირებთან მივყავართ. და მაინც ნავი იქნება თუ ტყე, ორივეში მთავარი ხომ ხეა. თუმცა არ ვიცი რომელ მათგანს მიეკუთვნება ამბავი, რომელიც ახრა და აქ იწყება. Merci.
Et pour ma question, je voudrais vous demander, y a-t-il des auteurs ou des livres en particulier qui ont influencé votre style d'écriture ou votre narration? Bon, il y en a beaucoup, mais là, tout de suite, dans la suite de notre conversation, je pense à Georges Perec. Je pense à Georges Perec et en particulier à W ou Le souvenir d'enfance. Mais aussi les choses. Les choses. Là où il y a des passages au conditionnel. Oui. Aussi, où vous utilisez beaucoup le conditionnel pour montrer que ce n'est pas tout à fait réalisé ou bien ce n'est pas tout à fait réel. Qu'il y aurait Merci. Des choses qui oui, et puis dans une quête inventaire de la réalité, une recherche de précision documentaire dont on sait qu'on peut pousser la précision à l'infini. La réalité échappe quand même, malgré tout. Alors, est-ce que Georges Perec est connu ici? Georges Perec est un écrivain, un poète, dont sa mère a été déportée quand il était tout petit. Son père était mort à la guerre et sa mère a été déportée quand il était tout petit. Il a mis des années à comprendre le destin de sa mère et ensuite c'était une personnalité très mélancolique et à la fois d'une imagination poétique d'une très grande force. Il était membre de l'Oulipo, qui était un groupe de poètes qui réfléchissaient à des formes de poèmes avec beaucoup de contraintes, des contraintes formelles très très fortes. Et Georges Perec a écrit un livre qui s'appelle W ou Le souvenir d'enfance, où il fait alterner le récit de son ignorance d'enfant vis-à-vis du destin de ses parents et des fantasmes qu'il avait petit garçon sur une île dont on comprend petit à petit le régime carcéral de torture vis-à-vis des personnes qui sont séquestrées dans cette île et qui était la projection fantasmatique qu'il avait petit garçon de l'univers concentrationnaire et de meurtre qui avait emporté sa mère. Voilà. Mais donc là, il y a une composition entre un hyper-réalisme et une composition avec la fiction qui m'a inspirée. Voilà. Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé de Georges Perec, de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Un très bel exemple, c'est la disparition. Nous, on en parle beaucoup pendant les cours de littérature. Vous connaissez le roman, bien sûr. Alors, comment vous avez apprécié à l'oreille le Géorgien? Le Géorgien. J'ai trouvé que le rythme se retrouvait de la phrase française. Alors, je ne sais pas si c'est fait. Le rythme que j'avais voulu pour ce texte en français, le traducteur a vraiment réussi à le faire ressortir. Donc, merci. Oh. C'est un bon encouragement qu'ils poursuivent leur traduction, parce qu'ils arrivent à saisir le rythme avec lequel vous avez écrit votre roman. Allez, bon courage aux étudiants. Et nous espérons que... Oui. Je voulais encourager les traducteurs, s'ils sont tous dans la salle, de ne pas hésiter à poser des questions pour nuancer, pour expliquer, parce que c'est un bonheur d'avoir accès direct avec l'auteur, parce que c'est toujours très difficile de rester tout seul avec le texte. Et là, vous avez l'occasion de poser des questions. Si vous avez quelques points d'interrogation que vous avez notés pour vous, moi, je vous parle de ma propre expérience, parce que ça m'a beaucoup aidé.
Oui, mais peut-être que vous avez tout compris. Vous le savez, Madame Corman, Monsieur l'ambassadeur, il a traduit notre premier Oui. choix concours. Il a traduit Simone de Beauvoir. Aussi. Donc il a une très belle expérience lui aussi. Il va peut-être donner des conseils aussi à nos traducteurs, à nos jeunes traducteurs, parce qu'il y a des passages, il y aura vraiment beaucoup de difficultés à saisir et à trouver les équivalents en géorgien, etc. Donc en tout cas, c'est un très bon travail, surtout si on accepte l'idée que les traducteurs sont les co-auteurs. Alors, c'est une ambition pour deux étudiants de devenir vos co-auteurs en traduisant votre texte. Alors, il y a encore des questions dans la salle? S'il vous plaît? Ou bien tout à ici, ou bien... Oui, s'il vous plaît. Comme l'étudiant de l'Université d'État Jawaharlal. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Ninon Kajarawa et je pense que ma question est un peu plus générale. Que pensez-vous de la production littéraire contemporaine et quels thèmes ou sujets pensez-vous être les plus pertinents à aborder dans la littérature contemporaine? Merci. Quel est le sujet? Moi, je ne suis pas sûr de l'avoir bien entendu. Quel thème ou sujet pensez-vous être les plus pertinents à aborder dans la littérature contemporaine? Donc il ne s'agit pas de votre format, il s'agit de la littérature contemporaine. Comment vous appréciez-vous la littérature contemporaine et les sujets, les thèmes qui y sont traités? C'était ça la question. Bonjour et merci. J'ai pas de réponse. Je pense que l'écriture, la littérature, c'est un exercice de la liberté. Donc, il faut, il n'y a pas de règle. Mais je pense que ce livre, le Presque Sœur aussi, en est une preuve, parce que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu, et les films, y compris documentaires, qui racontent ces atrocités qui ont été commises à l'égard des représentants de à l'égard des Juifs à cette époque, et on découvre aussi et on lit comme si on revivait cette histoire, et puis on trouve toujours, et là l'auteur en l'occurrence a trouvé justement, elle nous a fait regarder cette histoire et elle nous a fait vivre des yeux de ces petites filles. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous n'êtes pas très fatigué, Madame Corman, on va continuer. Oui. Vous avez peut-être hâte de revoir vos enfants qui vous attendent. Ah oui, j'ai les enfants. Donc, il y a... Ça va? Oui, c'est tellement émouvant aussi quand on pense que le deuxième, Raphaël, oui, c'est vrai. Et oui, mais il a en quelque sorte participé à l'écriture. Mais le grand aussi, hein, le grand aussi. Et ils ont rencontré, mes enfants ont rencontré la vieille dame, la plus vieille dame qui est témoin, qui a été internée avec mes cousines, qui a été témoin principal pour moi, pour aussi reconstituer. Mes enfants l'ont rencontré aussi. Ouais. André? Comment? C'était André Lutekamitsky. En vrai, oui, chez elle, quoi. Oui, d'accord. Oui. Alors, il y a encore des questions? De l'université à Kakitsaretegli, je vois Mariam Giorkadze, vous êtes là? Bon. Il était là tout à l'heure. Oui, il était là. En tout cas, il me semble, Madame Corman, que ça a été un très bon échange avec les étudiants géorgiens. Nous espérons que la traduction va paraître
vers la fin de cette année et que peut-être vous pourrez venir avec vos enfants pour découvrir la Géorgie. Merci. Il me semble que Monsieur l'ambassadeur vous a quand même un peu présenté le pays. Et puis, quand vous allez feuilleter le livre 33 émotions, parce que dans l'alphabet géorgien, il y a 33 lettres, et le livre est original, la conception du livre est originale, parce que donc, vous avez, selon les lettres, vous avez de petits récits qui commencent par la lettre. Alors A, après vous avez B, C, etc. Et à chaque fois, il y a un texte qui commence par cette lettre. Et il y a des textes, et vous avez une traduction. Bon. Et nous avons une peintre exceptionnelle qui a fait l'illustration de toutes les lettres, de 33 lettres. Voilà. Ok, à chaque fois on dit... Oui, merci beaucoup. Merci. Et effectivement, j'ai pu connaître un peu mieux la Géorgie aujourd'hui. Oui, j'ai quand même laissé des suspens aussi. Enfin, je n'ai que très brièvement présenté le pays pour laisser aussi la place à la curiosité aussi qui va primer sur la décision de venir avec son époux. D'ailleurs, que j'ai appris qu'il appréciait les vins et puis l'histoire de vinification. C'est un historien, un scientifique et il va se régaler. Il y a tellement de choses qui peut l'intéresser en Géorgie. Et je disais aussi en plaisantant que peut-être la Géorgie fera partie, sera un des chapitres aussi de leur futur livre. Tout à fait. Que peut-être, voilà, Camille, vous voulez, oui, s'il vous plaît. Madame Camille-Laura. Ah oui. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Attendez, je vais me tourner parce que j'ai besoin de vous voir en même temps. Voilà. Donc bonsoir Madame Cormand, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation pour rencontrer vos lecteurs et votre public géorgien. Je voudrais simplement adresser tous mes remerciements à tous les acteurs qui se mobilisent au quotidien pour faire vivre la francophonie en Géorgie, puisqu'on est cette semaine en train de célébrer tous ensemble la francophonie partout à travers le monde. Et donc ici en Géorgie, on a eu la chance d'avoir une très forte mobilisation donc des universités qui participent au choix Goncourt, et puis évidemment de l'Institut français de Géorgie. Je ne vois plus la responsable de la médiathèque de l'Institut, mais que je voudrais aussi saluer parce qu'au quotidien, elle fait connaître... Ah voilà, Nana, merci beaucoup. J'aimerais bien que vous veniez à mes côtés. Voilà, au quotidien, fait connaître toute la littérature francophone à travers le pays. Voilà, Nana Dayajili. Et on sera ravis, Madame Cormand, de vous accueillir avec toute votre famille, je l'espère bientôt, en Géorgie, pour vous faire découvrir aussi tout ce que je ne connaissais pas avant d'arriver en Géorgie, qui est absolument formidable. Pour vous dire que la semaine de la francophonie continue, on a beaucoup parlé de traduction, on aura le plaisir de remettre avec les éditions Agora un prix pour la meilleure traduction en langue géorgienne d'un ouvrage d'expression française. Donc ça aussi, c'est un moment de l'année qui nous tient beaucoup à cœur. Je sais d'ailleurs que Monsieur l'ambassadeur a été primé. Donc j'ignore encore tout du lauréat de cette année, mais je suis certaine que ce sera un très beau moment. On aura aussi cette semaine de nombreuses diffusions de films canadiens, suisses et français au cinéma des archives auxquels on vous invite toutes et tous. Et je voudrais remercier encore une fois tous les étudiants qui ont lu toutes les œuvres de la dernière sélection du Goncourt. C'est un super boulot que vous avez fait, donc merci infiniment de participer à cette opération et merci à tous
qui les encadrent dans ces travaux, et vraiment bon courage pour la traduction en cours. On suivra ça de très très près. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup et bon courage, effectivement, et bonne chance pour les traducteurs. Voilà, un dernier mot peut-être. Puisque Oui, Madame Nora a parlé de ce prix Gelonti Kikoze, qui est un excellent traducteur des textes, des romans français en géorgien. C'est son nom que le prix porte. Et je voudrais espérer que les étudiants qui vont traduire votre livre se retrouveront parmi les lauréats de ce concours. Et une petite question quand même, concernant le titre de votre roman, parce que vous écrivez les presque sœurs en majuscule. Alors, les premières lettres, les lettres initiales, presque et sœur en majuscule. Pourquoi écrire presque en majuscule et sœur aussi en majuscule? Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui explique cette décision. Je vous cite un autre exemple. Nous avons un roman, un poème épique du XIIe siècle, Le Chevalier à la peau de tigre. Et là, un des traducteurs, il y a 4 traductions en français. Un des traducteurs a écrit Chevalier pour tigre avec des majuscules, des titres initiales. Parce qu'en géorgien, c'est un seul mot. Un seul mot, Vepristra Osali, pour la personne qui porte la peau de tigre. Et je me suis dit que peut-être qu'il voulait attribuer le caractère d'un nom propre. Quel est le cas pour votre livre? Quel est le cas? Voilà, pourquoi vous écrivez en majuscule presque? Alors, les presque sœurs, c'est une expression. Tout à l'heure, je parlais de la vieille dame qui a été internée avec mes cousines quand elle était petite. Oui. Donc vous le savez, dans cette histoire, il n'y a pas 3 petites filles, il y en a 6. Il y a 3 petites filles, mes cousines, qui sont déportées, et 3 qui sont d'une autre fratrie, d'une autre famille, qui sont raflées à Montargis, dans le centre de la France, avec elles, qui sont mises au cachot, enfin, qui sont mises dans la prison du commissariat avec elles, qui les suivent de camps d'internement en foyer d'internement à Paris, et grâce à l'intelligence grâce à à beaucoup autres raisons, elles réussissent à s'échapper. Voilà. Oui. Et cette dame, en parlant de ce groupe d'enfants, on était des presque sœurs. Voilà. Oui. Et voilà, pour moi, c'est une histoire de petites filles qui se tiennent solidaires et dans cette horreur qu'elles traversent. Voilà. Et donc j'ai voulu garder ce mot de celle qui fut une enfant dans cette sororité. Voilà. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Madame Cormal, j'espère vous retrouver au mois de mai si vous êtes toujours à Paris, parce que en mai, nous avons une fête nationale, le 26 mai, mais avant, nous sommes en train, avec M. Djavarchvili, nous sommes en train de préparer un livre à publier, La Géorgie à la croisée des cultures. Et vous aurez, pour votre mari aussi, ce serait une très belle référence, parce qu'on parle de tout ce qu'il y a à la Géorgie, comme culture, comme histoire, comme littérature, civilisation, etc. Donc, vous aurez encore un cadeau de la part de la Géorgie au mois de mai. Bon, en attendant, s'il y a encore des collègues qui veulent s'exprimer, bon, sinon, on vous remercie du fond du cœur d'avoir
trouvé d'avoir été disponible pendant quelques heures quand même, de nous avoir consacré ce temps qui vous est très précieux. Et nous vous souhaitons, on n'a pas parlé, on ne vous a pas posé la question sur ce que vous écrivez maintenant, quel est le sujet de votre nouveau roman, que peut-être on va en parler au mois de mai. Donc vous travaillez toujours sur un autre roman, sûrement. Oui, oui. C'est un roman qui va parler de... Enfin, pour le dire très vite, hein, oui. Est-ce que vous avez peut-être vu qu'au début du mois, en France, l'avortement, la liberté d'avorter est rentrée dans la Constitution. Bon, je donne ça comme un moment, un exemple des événements que mon roman rencontre, mais c'est un roman qui parle de l'histoire de la maternité, de la non-maternité et du désir d'enfant, et qui rencontre tous ces événements récents aussi. Donc très important, voilà. Je suis très heureuse que cet événement. Mais c'est voilà, bon, ça c'est l'actualité politique, mais c'est une tentative de raconter l'histoire des femmes à travers le rapport au désir d'enfant, au non-désir d'enfant, mais à travers le regard de jeunes femmes d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, nous espérons être parmi les premiers lecteurs de ce nouveau roman. Et nous vous souhaitons bonne chance. Au revoir et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Kalvatom Zafo, merci à tous les participants. Merci. Et merci à tous pour votre accueil. Qui nous ont suivis aussi à distance, et merci à ceux qui étaient en présence. Voilà. Bon. Et merci pour cette noble mission que vous avez bien voulu me confier. Bon, dommage que vous ne soyez pas maintenant physiquement avec nous, parce qu'on va lever un verre à votre santé. Merci beaucoup. Au revoir et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Kalvatom Zafo.